La tempête s'abattit sans prévenir. Pas une de ces neiges qui tombent doucement, non, celle-ci explosait littéralement sur le flanc de la montagne. Des rideaux blancs, horizontaux, avalaient chaque repère, chaque silhouette, chaque trace de route. Le chemin étroit qui serpentait dans la vallée avait simplement cessé d'exister, disparu, effacé. L'hôpital de campagne avancé avait été monté 3 jours plus tôt, taillé au pied d'une crête. 3 structures de toile, ancrées dans un sol gelé jusqu'à l'os, luttant contre une géographie qui semblait éprouver une hostilité personnelle envers toute présence humaine. À l'intérieur de la plus grande tente, les blessés reposaient sur des lits de camp serrés les uns contre les autres, si proches que les infirmiers devaient se tourner de profil pour passer entre eux. Les radiateurs portatifs tout sautaient, peinaient, fonctionnaient à la limite de leur capacité. Il soufflait un peu de chaleur dans l'espace, mais le froid la reprenait aussitôt, presque avec gourmandise. Et dehors, dans cette blancheur opaque, rien, aucune forme, aucun bruit. Pourtant, quelque part au-delà des parois de toile, quelque chose chassait. Un coup de feu déchira la tempête. Puis un long silence, puis un second. Quand la 3e balle perça le toit en toile et pulvérisa la lampe chirurgicale dans une pluie d'étincelles et de verre brûlant, chaque personne dans cette tente plongea au sol sans même y penser. Les soldats blessés se laissèrent rouler de leurs civières. Les 2 infirmiers se jetèrent contre la table d'instruments. Le sergent de service écrasa son visage contre le linoléum maculé de boue et couvrit sa tête de ses 2 mains. Cela dura peut-être 4 secondes. 4 secondes de panique, de chute collective, cette certitude animale partagée que le prochain projectile arriverait à hauteur des yeux. Et durant ces 4 secondes, une seule personne dans la tente resta debout. Claire Holloway se tenait à l'autre bout de la zone chirurgicale. Ses mains gantées étaient posées à plat sur le plateau d'instruments. Mais ses yeux, eux, ne fixaient pas le toit déchiré. Non. Ils étaient rivés sur le petit anémomètre fixé à la barre transversale extérieure, désormais visible par l'ouverture que la balle venait de creuser. Elle le lisait. Ses lèvres bougeaient légèrement. Ni prière, ni terreur. De l'arithmétique. Le sergent leva la tête depuis le sol et l'aperçut, planté là, dans cette lumière dévastée, mince et immobile, son souffle se condensant dans l'air glacé qui s'engouffrait par la brèche. Il s'apprêta à hurler pour qu'elle se baisse. Elle ne le regarda même pas. Elle regardait les montagnes. Le tireur est à environ 3200 mètres, dit-elle. Le silence qui suivit n'était pas celui du choc, c'était autre chose. Le silence d'une salle entière en train de décider, collectivement, que ce qu'elle venait d'entendre était trop absurde pour mériter qu'on s'y arrête. 3200 mètres. À travers un blizzard total. Quelqu'un eut un petit rire involontaire, vite étouffé par la toux du sergent. Un jeune infirmier serra les lèvres pour contenir un sourire. Le sergent de service la fixait toujours depuis le sol. « Mademoiselle Holloway », dit-il prudemment, du ton qu'on emploie avec une personne qu'on soupçonne de traverser un mauvais épisode. « Vous devriez peut-être vous asseoir. » Claire Holloway le considéra une seconde, puis elle traversa la tente, marcha jusqu'au fond, attrapa la housse en toile du casier d'équipement et l'écarta d'un geste sec. Derrière, calé dans une mousse de transport noire et verrouillée, reposait un fusil Barrett M82, calibre 50, semi-automatique. Près de 15 kg. Personne n'y avait touché depuis 3 jours. Depuis l'évacuation du tireur d'élite désigné de l'unité, parti avec une clavicule fracturée. Elle le contempla un instant. Puis elle tendit les 2 mains et le saisit. Les rires cessèrent. L'hôpital de campagne avait été établi durant la 3e semaine de ce que les planificateurs avaient optimistement baptisé « engagement hivernal limité », le long du corridor nord-est. Le site occupait une cuvette nommée Sunken Hollow, une dépression peu profonde formée par la convergence de 2 crêtes. L'endroit offrait un abri modéré contre les vents dominants et, surtout, faisait partie des 2 seuls points dans un rayon de 40 km où un hélicoptère pouvait se poser sans tempête maximale. Mais cette concavité naturelle, qui paraissait avantageuse sur les cartes, se révélait perfide dans la réalité. L'air froid s'y accumulait, s'y déposait, faisait plonger la température de plusieurs degrés en dessous de ce qu'indiquaient les instruments perchés sur les crêtes. La nuit, le thermomètre de la tente chirurgicale descendait parfois à moins 35 degrés.
L'eau des poches de perfusion devait être maintenue contre la chaleur corporelle pour ne pas geler. Claire Holloway était arrivée lors du 2e ravitaillement, inscrite comme infirmière traumatologue bénévole, 3 années d'expérience hospitalière civile. Dossier impeccable, références vérifiées, et sous la rubrique « Antécédents militaires », un seul mot. Aucun. 27 ans. 55 kilos environ. Cheveux courts et sombres, ramassés sous un bonnet de laine qu'elle gardait même à l'intérieur. Elle avait les mains de quelqu'un qui s'était beaucoup servi de ses mains. Pas des mains abîmées, des mains précises. Une économie de gestes calibrée, que les autres infirmières avaient remarqué sans pouvoir l'expliquer. Elle portait des gants en permanence, fins, en laine, élimés aux jointures. Elle les enfilait avant chaque procédure et ne les retirait que pour se gratter avant une intervention chirurgicale. Personne ne posait de questions sur les gants. Le froid justifiait tout. Dès le premier jour, les soldats de l'unité avaient porté leur jugement sur elle avec l'aplomb tranquille de ceux qui se croient excellents lecteurs d'âme. Une fille de la ville, probablement venue par idéalisme, une vocation qui s'estomperait dès que les hélicoptères de ravitaillement se feraient irréguliers. Le sergent-chef Travis Brennan, responsable de la rotation de sécurité, l'avait formulé sans détour aux autres infirmiers. Il lui donnait 2 semaines avant qu'elle ne trouve un prétexte administratif pour demander son transfert. Ce n'était pas de la méchanceté. Il avait déjà vu ça. La cuvette avait le don de clarifier les choses. Ce que les soldats remarquaient durant ces premiers jours, c'était surtout ce que Claire Holloway n'était pas. Pas bruyante, pas pressée de se faire valoir, comme le sont souvent les nouveaux. Elle ne se rendait pas visible, ne donnait pas son avis sur des sujets qu'elle ne maîtrisait pas pleinement. Elle accomplissait son travail, triage, soins, suivi post-opératoire, avec une concentration qui frôlait le retrait. Elle ne mangeait pas avec les autres dans la salle commune. Elle prenait ses repas debout, près du comptoir d'équipement, parcourant les dossiers des patients, ou contemplant simplement, par l'entrebâillement de la tente, la crête au nord. Un jour, un patient en convalescence après une extraction d'éclat l'observa rester ainsi près de 20 minutes, immobile, le regard accroché à quelque chose dans le lointain que lui ne distinguait pas. Il demanda à un infirmier ce qu'elle pouvait bien faire. L'autre haussa les épaules. Sans doute qu'elle a froid. Ce que personne ne remarquait, c'était la manière dont ses mains se comportaient quand elle ajustait les débits de perfusion durant les rondes de nuit. Elle tendait la main, faisait une légère correction sur la valve et y laissait ses doigts un instant. Pas pour vérifier le débit, plutôt pour sentir la résistance du fluide dans la tubulure contre la pression ambiante, comme si elle effectuait un calcul intérieur que personne d'autre ne soupçonnait. Le docteur Howard Lindquist, médecin-chef de l'unité, 61 ans, avait exercé la médecine en zone de conflit pendant 2 décennies. Il avait vu à peu près tout ce que les êtres humains pouvaient s'infliger. C'est le 4e jour qu'il s'en aperçut. Il l'observa répéter le geste à 2 reprises avant de saisir ce qu'il regardait. Elle compensait les variations de pression atmosphérique. Ces infimes changements liés au front météorologique, ces fractions de pourcents qui modifiaient les débits de perfusion. Elle les corrigeait au toucher, sans instrument, à la manière de quelqu'un qui avait répété ce geste 10 000 fois dans des conditions où aucun appareil n'était disponible. Il attendit que l'équipe de nuit fût calme avant de l'aborder. Elle remplissait des dossiers au comptoir. Il se plaça à côté d'elle et lança, sans préambule, « Où avez-vous servi ?» Elle ne leva pas les yeux de la fiche. « Je n'ai pas servi, je suis civil. »« Vos corrections de pression sont automatiques, » répliqua-t-il. « Personne ne fait ça sans expérience de terrain, en altitude, aucun civil. » Elle inscrivit une dernière note, referma le dossier et le regarda droit dans les yeux. Des yeux gris, d'une stabilité remarquable, le regard de quelqu'un qui avait, à un certain moment, décidé que montrer son incertitude n'en valait pas le prix. « J'ai travaillé dans des environnements difficiles, » dit-elle, « de la haute montagne. Les ajustements deviennent réflexes. » Il soutint son regard un instant, puis il hocha la tête, une seule fois. Le hochement d'un homme qui reconnaît une frontière et choisit de la respecter. Il ne reposa pas la question, mais après cet échange, il l'observa différemment. Le problème du tireur embusqué débuta un mardi, en plein milieu d'une approche de convoi de ravitaillement.
2 véhicules médicaux blindés et un camion de fourniture progressaient sur la route d'accès, dans une visibilité quasi nulle, empruntant un itinéraire qui changeait chaque jour précisément pour éviter toute prévisibilité. La tempête, ce matin-là, avait été assez violente pour que le commandant du convoi réclame un report. On l'avait écarté. Quand le premier véhicule fut touché, ce fut si rapide, à une telle distance que les 2 autres n'eurent même pas le temps de s'arrêter avant que le second projectile n'arrive. Le tireur opérait depuis la crête nord. La portée, selon les premières estimations de terrain, se situait entre 1800 et 2200 mètres. Une performance extraordinaire dans de bonnes conditions. Impossible dans celle-ci. Et pourtant, la preuve gisait sur la route. Un véhicule immobilisé, 2 soldats désormais transportés vers la tente chirurgicale. L'attaque transforma l'atmosphère de Sunken Hollow comme un prédateur invisible transforme le comportement de tous les autres animaux d'un territoire. Ce n'était pas le danger lui-même qui était nouveau. Chacun, à cette position avancée, savait qu'il évoluait dans une zone disputée, que le risque était constant, ambiant. Ce qui avait changé, c'était la qualité du danger. Un tireur à une telle distance, dans de telles conditions, représentait quelque chose qui débordait du calcul ordinaire. On ne pouvait rien anticiper. Le coup de feu n'arrivait à vos oreilles qu'après que la balle avait déjà atteint sa cible. Impossible de localiser la position de tir. Impossible de savoir, en sortant d'une tente, si le sol qu'on s'apprêtait à fouler n'était pas déjà aligné dans un viseur. La passerelle exposée entre la tente chirurgicale et le dépôt d'équipement, une quarantaine de mètres tout au plus, devint un endroit qu'on franchissait au sprint, plaqué contre la paroi du côté de la crête, en mouvement rapide et imprévisible, à la manière de gens qui savent que s'arrêter, c'est mourir. 3 jours après l'attaque du convoi, une sentinelle nommée Jordan Calloway, soldat de première classe, fut touchée à la gorge alors qu'elle effectuait ce qui aurait dû être une exposition de 2 secondes. Un coup d'œil au coin du hangar pour vérifier la route nord. La balle entra sous son oreille droite et ressortit du côté gauche du cou, en manquant la carotide et la moelle de quelques millimètres seulement, mesurée ensuite par l'équipe chirurgicale. Il survécut. 4e victime du tireur en 72 heures. Lorsque Claire termina la suture du cou de Calloway, l'ambiance dans la tente avait basculé. De la peur effrayée, on était passé à quelque chose de plus silencieux et de plus glacé. Une peur que l'on avait habitée assez longtemps pour qu'elle cesse de produire de l'adrénaline et qu'elle commence à produire autre chose. Quelque chose qui ressemblait au désespoir. Les 2 tireurs d'élite désignés de l'unité avaient tenté des opérations de contre-tir lors de 2 nuits consécutives. Ils étaient revenus sans cible confirmée, sans même un repérage de position. Le tireur, qui qu'il fût, quelle que fût sa formation et son passé, opérait avec une discipline et une patience qui sortaient des standards humains, même chez les meilleurs. Aucun gaspillage, aucun coup d'ajustement qui aurait trahi sa position, aucune seconde balle vers la même cible qui aurait permis de confirmer un angle. Les tirs arrivaient quand les conditions le permettaient et s'interrompaient avant qu'un schéma ne puisse être établi. Ce qui voulait dire que le tir lui-même était la moindre des choses dont cette personne était capable. Le plus redoutable, c'était l'attente. Ce fut durant le débriefing de la 2e tentative ratée que Claire prit la parole. Elle se tenait au comptoir d'équipement, occupée à son travail. Le débriefing avait lieu dans la salle commune, à quelques mètres derrière elle, et elle ne s'était pas retournée une seule fois durant toute la discussion. Quand l'officier de renseignement répéta pour la 2e fois que la portée se situait probablement entre 1500 et 2000 mètres, elle déclara sans se retourner, sans même hausser la voix, « c'est plus proche de 3200 ». La pièce devint muette. L'écho du tir qui a touché Calloway, poursuivit-elle, toujours dos à eux, est revenu de la face est de la crête 2 secondes et 7 dixièmes après l'impact. À cette altitude, cela signifie que l'origine sonore se trouvait approximativement Mademoiselle Holloway. La voix de l'officier de renseignement était plate, patiente. La voix d'un homme rompu à la gestion du personnel non militaire en environnement opérationnel. Les données balistiques sur le convoi placent la distance initiale d'impact sous les 2200. Les données du véhicule ont été estimées à partir de l'angle d'impact, dans un tir croisé influencé par le vent, répondit-elle. L'angle paraît plus court qu'il ne l'est.
Ajoutez la déflexion due au vent à cette altitude et à cette température, tenez compte du différentiel d'altitude-densité entre la crête et le fond de la cuvette, et la géométrie ne se résout pas en dessous de 3000 mètres. Elle se retourna alors. Elle regarda l'officier comme on regarde quelqu'un qui a fait une erreur dans une colonne de chiffres et qui n'a pas pris la peine de vérifier son addition. Cette personne ne tire pas depuis 2000 mètres, elle tire depuis le sommet de la crête. Du fond de la pièce, le sergent Brennan lâcha. « Vous croyez qu'on est dans un jeu vidéo ?» Les rires qui suivirent n'étaient pas cruels, c'étaient des rires de la fatigue, du stress, d'un groupe qui avait, 3 semaines plus tôt, décidé qui était Claire Holloway, et qui n'avait pas l'énergie ce soir-là de réviser ce jugement. Elle observa Brennan un instant, puis se retourna vers son comptoir et reprit son travail. Les tirs reprirent le lendemain matin. Le soldat, légèrement curieux, s'appelait Aaron Whitfield, 23 ans. Cette combinaison particulière d'ennui et d'intelligence qui, dans les positions avancées isolées, conduit généralement les gens vers des ennuis intéressants. Il avait été versé en service léger après avoir reçu un éclat dans la main gauche durant la première semaine. Et service léger, à Sunken Hollow, signifiait concrètement qu'il passait beaucoup de temps dans la zone d'équipement et d'archives, à accomplir des tâches qui ne nécessitaient pas une prise complète. C'est ainsi qu'il accéda au système de classement du personnel. C'est ainsi qu'il découvrit la mention « Accès restreint » sur le dossier de Claire Holloway. Il dirait plus tard qu'il ne fouinait pas particulièrement. Il rangeait. Le dossier était remonté lors d'une requête de routine, et la mention restreinte avait attiré son attention de la manière dont les choses restreintes attirent toujours celle d'un homme qui n'a rien d'autre à faire. La mention en elle-même ne lui apprenait rien, sinon que l'accès exigeait une habilitation 2 niveaux au-dessus du sien. Mais le code de restriction n'était pas un code de confidentialité médicale, ce qu'on aurait attendu sur le dossier d'une contractuelle civile. C'était un code d'opération classifié, le genre utilisé pour les personnes dont les antécédents opérationnels n'étaient pas autorisés à être discutés dans des cadres non classifiés. Il garda l'information pour lui pendant 1 jour avant d'en parler au docteur Lindquist, qui l'accueillit sans surprise et sans rien lui révéler en retour. Ce qui en disait plus qu'une réponse complète. Il se mit à observer Claire Holloway comme Lindquist l'observait, pas exactement avec suspicion, mais avec cette attention qu'on accorde à quelque chose qu'on a mal évalué. Il remarqua les gants, il remarqua sa posture à l'extérieur, le poil légèrement porté vers l'avant, la tête jamais complètement immobile, toujours en petite correction incrémentale. La posture de quelqu'un qui a passé des années dans des positions où se tromper sur ce qui vous entoure était définitif. Il remarqua que, lorsque les tirs commençaient et que tout le monde sursautait ou plongeait, le premier mouvement de Claire était toujours ses yeux. Elle regardait vers le son avant de s'en éloigner. Ce qu'Aaron Whitfield ignorait, ce qu'il ne pouvait reconstituer à partir de rien de ce qui était disponible à Sunken Hollow, c'était la forme précise de l'histoire de Claire Holloway. Il ne pouvait pas savoir que, 8 ans plus tôt, dans un autre froid, sur une autre crête, elle avait fait partie des 12 candidats sélectionnés pour un programme expérimental de tir longue distance que l'armée avait mené durant exactement un seul cycle, avant d'en classer les résultats et de démanteler discrètement le projet. Il ne pouvait pas savoir que, sur ces 12 candidats, une seule avait complété l'intégralité du protocole de qualification. Il ne pouvait pas savoir qu'il existait un engagement confirmé à 3247 mètres, mené dans des conditions balistiques modifiées, sous un vent que le personnel technique du programme avait lui-même jugé impropre à la tentative. Il ne pouvait pas savoir comment elle avait été désignée dans les communications internes générées après ce tir. Un nom de code qu'un officier des communications, presque par dérision, avait glissé dans un rapport, et qui s'était propagé à travers les couches de classification jusqu'à apparaître, dépouillé de son contexte, comme un surnom d'unité. Ghost of Blackwood Ridge. Le fantôme de la crête Blackwood. Il ne pouvait rien savoir de tout cela. Ce qu'il pouvait constater, en revanche, ce que n'importe qui de suffisamment attentif aurait pu observer, c'était la manière dont elle se tenait devant le coffre du Barrett, le lendemain matin de l'opération de Calloway, avant que quiconque ne soit réveillé. Ses mains gantées, posées sur le couvercle, les yeux fermés.
Et cette qualité particulière d'immobilité qui l'enveloppait, ce n'était pas l'immobilité de quelqu'un qui a peur d'une chose, c'était l'immobilité de quelqu'un qui décide s'il s'autorise à s'en souvenir. La 4e séquence de tirs ennemis débuta à 23h40, un jeudi soir, durant l'épisode de vent soutenu le plus violent que la cuvette eût connu depuis l'installation de l'hôpital. Le système d'alimentation, un banc de générateurs conçu pour des conditions sensiblement moins extrêmes, défaillait par cycle de 20 minutes depuis 18 heures. Il s'éteignait, redémarrait, avec une fiabilité de plus en plus douteuse à chaque fois. Quand il rendit l'âme pour la 5e fois, à 23h50, et qu'il ne redémarra plus, la tente chirurgicale plongea instantanément dans un froid si complet qu'il semblait délibéré. Les éclairages chimiques de secours s'allumèrent au plafond, baignant la scène d'un vert plat qui drainait toute couleur des surfaces et donnait aux patients sur leurs civières l'apparence de figures sorties du mauvais genre de rêve. 3 balles transpercèrent le mur est en succession rapide. 8 secondes d'écart entre chacune. Le docteur Howard Lindquist fut tué par la 2e. Il se trouvait à la table d'opération en train de pratiquer un débridement de plaie sous l'une des lampes chimiques. Le projectile l'atteignit au haut de la poitrine, le fit reculer de 2 pas et il s'effondra lourdement contre le râtelier d'équipement. Il ne se releva pas. Claire se tenait à sa gauche, occupée à préparer les fils de suture, assez près de lui pour que l'impact lui parvienne d'abord comme une sensation physique, avant même que son cerveau n'enregistre le bruit du tir. Elle le rattrapa au moment où il glissait, les 2 bras passés sous ses aisselles, et le maintint ainsi, tandis que la 3e balle traversait la paroi opposée et faisait exploser la dernière lampe en éclats qui tombèrent autour d'eux comme quelque chose de cérémoniel. Dans le chaos qui suivit, les cris, les patients roulant hors des civières, les infirmiers réclamant à grands cris des lampes torches, le sergent appelant pour faire le décompte, Claire posa doucement le docteur au sol. Elle se releva. Et elle fit alors une chose qui parut, à ceux qui en furent témoins et qui s'en souvinrent plus tard, à la fois parfaitement ordinaire et parfaitement impossible. Elle marcha jusqu'à la porte d'entrée. Elle franchit le rabat. Et elle resta dehors, debout, en plein blizzard, durant approximativement 15 secondes. La neige fouettait latéralement autour d'elle. Son visage était tourné vers la crête nord. Puis, elle rentra. Et son expression était celle de quelqu'un qui vient de terminer un calcul et que la réponse ne satisfait pas. Dehors, dans la zone située entre le hangar à véhicules et le dépôt d'équipement, une civile, une femme amenée 3 jours plus tôt avec sa fille de 8 ans, après le pilonnage de leur village en contrebas, était sortie pour des raisons que personne, par la suite, ne put clairement reconstituer. L'enfant, séparé de sa mère dans la confusion, se trouvait à découvert. 40 mètres d'exposition entre les 2 structures. La sentinelle de quart ne pouvait pas aller la chercher. L'angle depuis la crête nord rendait ce terrain visible. Et le tireur venait de démontrer sa volonté d'atteindre tout ce qui s'y déplaçait. Claire regarda la fillette par l'entrebâillement de la tente. Elle regarda la direction de la neige. Elle évalua l'angle entre la porte d'accès et la première position abritée le long du mur du hangar. Elle regardait ces éléments à la manière de quelqu'un qui avait déjà fait la géométrie et qui se contentait de vérifier ce que cette géométrie lui disait. Si nous n'arrêtons pas le tireur, dit-elle à personne en particulier, de cette voix calme qu'elle utilisait pour tout, cet enfant ne sera pas la dernière à mourir cette nuit. Le Barrett M82 reposait dans le casier d'équipement parce que son utilisateur désigné avait été évacué, parce que personne d'autre dans l'unité n'était certifié pour s'en servir, parce qu'il pesait, avec sa lunette et son chargeur, près de 15 kilos, et parce que sa portée pratique, dans ces conditions, et selon le consensus éclairé de tous ceux qui étaient Pong là présents, était loin, très loin de ce que la situation exigeait. Le tireur d'élite désigné survivant, le sergent Wyatt Donovan, avait déjà tenté un tir depuis le toit du hangar à véhicules, vers une position de tir suspectée. Il n'avait pas pressé la détente. Il avait rapporté que la variance du vent à cette altitude rendait toute solution balistique impossible à confirmer. Il avait raison. C'était impossible, depuis sa position, avec ce qu'il savait. Claire ouvrit le casier, elle souleva le Barrett de son écrin de mousse à 2 mains, le cala contre sa hanche,
le déposa sur la table d'équipement avec un son qui provenait entièrement du poids même de l'objet en train de s'installer, dans la lumière verte, avec la neige qui s'engouffrait encore par les trous dans la paroi. Elle entama son inspection avec la rapidité méthodique de quelqu'un qui a accompli la même séquence tant de fois qu'elle a cessé d'être une décision pour devenir simplement quelque chose que les mains font. Chargeur, chambre, système à gaz, la lunette tactique montée sur le rail. Elle la regarda un instant, puis la retira entièrement et la posa de côté. « Qu'est-ce que vous faites » demanda le sergent Donovan. Le différentiel thermique entre le verre et l'air ambiant a accumulé de la condensation sur l'élément intérieur depuis 6 heures, répondit-elle. À ces températures, la dérive de réfraction est d'environ 4 minutes d'angle à l'heure qu'il est. J'ai besoin des organes de visée mécanique. Les organes de visée mécanique sont homologués jusqu'à... Je sais à quoi ils sont homologués, coupa-t-elle. Le sergent Brennan, qui observait la scène depuis l'entrée, intervint. Vous n'allez quand même pas sérieusement... Claire ouvrit le haut de sa veste. Dessous, épinglé à la couche intérieure, à la manière dont le personnel militaire épingle les objets qu'il ne veut pas montrer, mais qu'il ne peut se résoudre à retirer, se trouvait un insigne d'unité, petit, noir, estampillé d'une désignation que Brennan, après 22 ans de service, reconnut dans cette partie du cerveau qui classe les choses et les restitue sans prévenir. Sa bouche se referma, il regarda l'insigne. Il regarda les mains qu'elle posait sur le fusil. Un jeune soldat qui ne reconnaissait pas l'insigne dit ce que quelqu'un finit toujours par dire dans ces moments-là. Elle n'arrivera même pas à porter cet engin. La tente fut très silencieuse après cela. Le toit de la tente chirurgicale n'avait pas été conçu comme une position de tir surélevée. Une armature d'aluminium recouverte d'un composite mousse-toile incliné à 15 degrés pour évacuer la neige. Une surface utile, au sommet d'environ 3 mètres sur 4. C'était aussi, étant donné la géométrie du terrain à Sunken Hollow, la seule position dans tout le périmètre qui offrait une ligne de vue directe sur le sommet de la crête nord. Tous les autres points élevés étaient bloqués, soit par la courbure de la crête elle-même, soit par la superstructure des véhicules, soit par l'angle du talus de la route d'accès. Claire le savait. Elle l'avait identifié dès son 3e jour à la cuvette, avant que quiconque ne se mette à tirer. C'est ce qu'on fait quand identifier les choses est devenu un comportement de survie depuis assez longtemps pour avoir cessé d'être volontaire. C'est devenu atmosphérique, comme respirer. Elle monta par la trappe d'accès du hangar d'équipement, le barrette en bandoulière dans le dos. Elle portait 2 couches isolantes supplémentaires et une cagoule. À la crête du toit, la neige la frappa avec cette force qui transforme chaque mouvement en avant en argumentation. La température au sommet devait avoisiner les moins 37 degrés, et le vent venait de travers à 67 km à l'heure, avec des rafales à 93. Elle progressa vers le faîte à 4 pattes, poussant le fusil devant elle. Quand elle atteignit la position qu'elle avait calculée depuis l'intérieur, elle s'aplatit contre la surface du toit. Elle était quasiment invisible. Une silhouette sombre contre du blanc, dans un environnement blanc en mouvement, sur le sommet d'une structure que le tireur de la crête, là-haut, n'avait aucune raison particulière de viser. Aaron Whitfield l'avait suivi. Il se tenait derrière elle, sur le toit, plaqué bas, le visage entièrement couvert. Il la regarda s'installer en position avec la grâce concentrée et particulière de quelqu'un dont le système nerveux tout entier avait été construit pour cet acte, même après des années à refuser de l'accomplir. Elle lut le vent. Sans instrument, aucun instrument ne fonctionnait à cette température. Elle le lut avec ses yeux, en suivant le mouvement de la neige à 4 plans de profondeur, distincts dans la distance moyenne. En observant la manière dont les rafales se superposaient les unes aux autres dans l'espace entre les 2 faces de crête, la balle traverserait 3 corridors de vent différents, à 3 altitudes différentes. Chaque corridor possédait sa propre vitesse et sa propre direction. Chaque correction qu'elle effectuerait pour l'un devrait être partiellement décorrigée pour le suivant. Ce n'était pas un calcul qu'on pouvait mener en séquence. Il fallait tenir les 3 simultanément. Plus la chute gravitationnelle sur toute la distance, plus l'ajustement d'altitude-densité, plus le coefficient de température sur le propulseur lui-même
qui à moins 37 degrés réduirait la vitesse à la sortie du canon d'environ 27 mètres par seconde par rapport aux données de charge standard. Elle tenait tout cela, en même temps. À la manière dont certains esprits retiennent les informations spatiales, non pas comme une liste, mais comme une géométrie ressentie, une cartographie incarnée qui se mettait à jour en temps réel à mesure que les conditions évoluaient. Whitfield, à peine audible par-dessus le vent, lui dit « Vous n'êtes pas obligé de faire ça ». Elle resta immobile. Le fusil restait immobile. La neige tourbillonnait autour d'eux, comme animée d'une intention. « Certains tirs, répondit-elle, on ne peut les terminer que soi-même. » Il comprit, à la manière dont elle l'avait formulé, qu'elle ne parlait pas seulement de celui-ci. Ce que ni l'un ni l'autre ne pouvaient savoir, ce qui ne deviendrait clair que plus tard, c'est que sur le sommet de la crête nord, à une distance qui serait ensuite mesurée et consignée comme 3247 mètres, un homme était couché dans la neige depuis 11 heures. Il s'était positionné la veille au soir, alors que la tempête n'en était qu'à son commencement. Et il avait attendu, avec une patience qui n'appartient qu'à certaines personnes, pas la patience de qui attend qu'une chose arrive, plutôt celle de qui réside dans l'attente depuis si longtemps que l'attente est devenue la condition même de l'existence. Il devait avoir 50 ans. Il se battait dans ces montagnes, pour un camp, pour un autre, pour aucun en particulier, depuis assez longtemps pour que ses affiliations spécifiques se soient estompées au profit d'une seule réalité, les montagnes elles-mêmes, le froid, la tâche. Son carnet, retrouvé plus tard, gelé, dégelé par un officier de renseignement au-dessus du chauffage du véhicule de commandement, contenait très peu de données opérationnelles, des distances, des mesures de vent, des relevés barométriques pris 4 fois par jour. Et à l'avant-dernière page, dans une écriture qui devenait progressivement plus petite et plus serrée à mesure que le froid s'intensifiait, une seule entrée que l'officier de renseignement relut 2 fois avant d'en comprendre le sens. « Si le fantôme est encore en vie, pouvait-on lire, elle saura où je suis. Je me suis rendu trouvable. Je ne sais pas si je le fais comme un défi ou comme une requête. » Claire le trouva dans ses organes de visée mécanique 2 minutes et 40 secondes après s'être aplati. Couchée là, sur ce toit, le vent traversant tout, son souffle gelé sur le métal du cran de mire arrière, elle ne savait pas que l'homme qu'elle cherchait avait, en un certain sens opérationnel, été en train de la chercher elle. Elle ne connaissait que la géométrie. La géométrie possédait une solution. Et cette solution exigeait qu'elle effectuât 3 corrections simultanées qui ne pouvaient être saisies dans aucun calculateur balistique. Aucun calculateur conçu pour ce fusil n'était homologué pour cette distance, dans ces conditions. Depuis une position de tir improvisée sur une structure qui elle-même se déplaçait micrométriquement sous la charge de neige accumulée. Elle tint les corrections dans son corps comme on tient une posture, pas comme une pensée, comme un état physique, et elle laissa sa respiration ralentir jusqu'à ce que le mouvement du souffle devienne assez petit pour disparaître dans l'oscillation naturelle du tremblement de repos du corps humain. Et elle attendit que le vent lui offre la fenêtre de 2 secondes que son modèle interne lui annonçait imminente. Un alignement bref et partiel des 3 corridors. Une réduction suffisante de la correction de dérive pour rendre la chose accessible. Whitfield, derrière elle, ne voyait rien dans la direction qu'elle visait. Il n'y avait rien à voir. Du blanc, du vent. La masse sombre de la face de crête. Et encore du blanc. Et quelque part, à l'intérieur de tout cela, invisible et impossible, ce qu'elle attendait. Le barrette, tiré dans l'air calme, est un son que les auditeurs proches décrivent souvent comme physiquement douloureux. Une détonation qui arrive dans la poitrine avant d'arriver dans les oreilles. 90 grammes de pression gazeuse en expansion cherchant le chemin le plus court à travers votre sternum. Sur un toit, en plein blizzard, le vent emportant le son dans 6 directions à la fois, ce fut autre chose, une compression, une violence, un fait. Le toit bougea sous l'onde de Bush. Whitfield, la tête baissée, le ressentit malgré tout comme un impact physique, une onde de pression qui traversa l'isolation de ses vêtements et atteignit sa peau comme quelque chose entre un son et un toucher. La balle mit 4 secondes et 3 dixièmes pour franchir la distance jusqu'au sommet de la crête. C'est long
pour un projectile, assez long pour que le vent ait pu accomplir quelque chose de différent de ce qu'il faisait au moment du tir, assez long pour que la solution géométrique entière soit devenue théorique, un pari placé sur le comportement de l'air. Un comportement qui, par définition, n'était pas entièrement prévisible. En compétition de tir, cela se comprend et cela s'accepte. Dans la situation où se trouvait Claire, une seule cartouche, une seule position, une seule fenêtre avant que le tireur ne repère sa silhouette, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait accepter ou refuser. C'était simplement ainsi. L'explosion au sommet de la crête fut visible, même à travers la tempête. Un événement bref et orange vif, puis plus rien, remplacé par le blanc absolu du blizzard. Ce n'était pas le projectile en lui-même qui avait provoqué cela. Une balle de calibre 50, aussi précisément placée soit-elle, n'explose pas. Ce que la balle avait frappé, avec la précision que 4 secondes et 3 dixièmes de calcul balistique et 11 années de talent réprimé pouvaient produire, c'était l'élément chauffant du dispositif portable de masquage thermique que l'homme sur la crête utilisait pour gérer sa signature thermique. La pile à combustible de l'élément avait détonné à l'impact. Ce fut, comme Claire le dirait, à mots comptés et longtemps après, une chance secondaire. La cuvette se tut, puis d'en bas, la voix de Brennan remonta par la trappe. « Mademoiselle Holloway, est-ce que vous… » « Les patients du côté sud ont besoin que leur débit soit revérifié, dit-elle. La pression baisse depuis le pic de la tempête. Elle tendit le barrette par la trappe à Whitfield. Puis, elle redescendit elle-même. Retour à la lumière verte glacée et à l'odeur du sang, des antiseptiques, de la toile. Et elle se remit au travail. L'équipe de renseignement atteignit le sommet de la crête à l'aube, après que la tempête se fut suffisamment apaisée pour permettre les déplacements. Ce qu'ils trouvèrent là-haut, ils le documentèrent avec la minutie clinique de gens qui ont traité assez d'informations difficiles pour faire de la documentation elle-même un moyen de les gérer. L'homme sur la crête avait opéré seul. Son équipement était de fabrication militaire, mais ne portait aucun insigne actif. Les insignes avaient été retirés à un moment donné, et pas récemment. Les marques résiduelles étaient anciennes et estompées, suggérant que le retrait remontait à assez longtemps pour que la décision elle-même soit devenue une donnée de base, et non un événement. Il ne transportait pas d'équipement de communication, pas de balises d'urgence, aucun protocole d'extraction, aucune chaîne d'approvisionnement identifiable. Il était, autant qu'on pouvait le déterminer, resté sur cette crête entre 9 et 14 jours, soutenu par ce qu'il y avait apporté, et par une discipline de gestion des ressources qui exigeait une architecture mentale très particulière pour être maintenue. Son nom, confirmé plus tard par un recoupement médico-légal dans les registres militaires internationaux, avait été Curtis Halloran, ancien spécialiste d'engagement à longue distance. Formé dans le cadre d'un programme d'échange de l'OTAN, porté disparu de son unité d'origine durant une cascade de défaillances opérationnelles 2 ans et demi plus tôt. L'enquête qui avait suivi avait été approfondie. Elle n'avait produit aucune réponse nette. Il n'avait pas tant déserté qu'il s'était graduellement détaché des cadres institutionnels qui donnent sens aux actes d'un soldat, puis des cadres institutionnels eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il ne reste que le savoir-faire, les montagnes et le froid. Dans son carnet, à côté des distances, des tables de vent et de l'entrée cryptique finale concernant le fantôme, l'officier de renseignement trouva des photographies. 2 d'entre elles représentaient une femme et 2 enfants devant une maison qui semblait située dans une région tempérée. Verdure, lumière estivale. Les photographies étaient anciennes, légèrement abîmées par l'eau, et avaient été manipulées tant de fois que le papier s'était assoupli sur les bords. Les enfants devaient avoir 4 et 6 ans au moment du cliché. Et les enfants des photographies seraient désormais adolescents. L'officier de renseignement écrivit dans son rapport que ces objets avaient été trouvés parmi les effets personnels et seraient traités selon le protocole standard. Il n'écrivit pas ce qu'il avait ressenti en les regardant. Il n'écrivit pas un mot sur l'entrée du carnet, ni sur ce que cela signifiait que l'homme sur la crête s'était, d'une manière qu'il n'aurait sans doute pas pu pleinement formuler, rendu trouvable. Il y a des choses que les rapports opérationnels ne peuvent pas contenir. Les hélicoptères arrivèrent en fin d'après-midi du jour suivant. 2 appareils, un de ravitaillement
et un d'extraction du personnel. Ils descendirent à travers une fenêtre météorologique que l'équipe météo surveillait depuis le matin. La cuvette se remplit du souffle des rotors et du grondement des moteurs. Les blessés furent évacués en premier, comme toujours, sur des civières, sous la supervision des infirmiers qui les avaient gérés pendant tous ces jours. Les soldats valides emportèrent ce qu'ils pouvaient porter. L'équipement transportable fut transporté. Le sergent Brennan trouva Claire au comptoir d'équipement, à l'endroit même où quiconque la cherchait l'avait toujours trouvée. Elle remplissait des dossiers. Il se tint près d'elle un moment sans parler, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Puis il dit « L'hélico a de la place. »« Je sais. » Première extraction. Le personnel médical est prioritaire. Elle referma le dossier et le regarda. Il avait l'expression d'un homme qui vient de réévaluer quelque chose d'important et qui ne sait pas exactement comment intégrer cette réévaluation rétroactivement. Il s'était trompé sur elle, et il le savait, et ce savoir pesait visiblement sur lui. « Je prendrai le 2e hélico, » dit-elle. Il commença à protester. Elle leva une main, sans urgence, plutôt à la manière dont on lève la main pour mettre en pause une conversation qu'on a l'intention de reprendre. Il reste 2 patients post-opératoires qui ont besoin d'une surveillance continue jusqu'à la 2e extraction. Je prendrai le 2e hélico. Brennan la regarda longuement. Puis il hocha la tête. Une seule fois. Le hochement particulier d'un homme qui comprend qu'il se trouve en présence d'une décision déjà prise. Aaron Whitfield embarqua dans le premier hélicoptère. Il s'assit contre la cloison, sa main bandée posée sur ses genoux, et regarda le fond de la cuvette s'éloigner à mesure que les rotors mordaient l'air raréfié des montagnes. Par le hublot latéral, il aperçut le toit de la tente chirurgicale, celui où elle s'était couchée pour ses 4 secondes et 3 dixièmes. Depuis cette altitude, il paraissait très petit, en regard de l'échelle des crêtes qui le surplombait. Il le fixa des yeux jusqu'à ce que la couverture nuageuse le lui dérobe. Quand le second hélicoptère décolla, 2 heures plus tard, la cuvette était vide. Les structures seraient démontées par une équipe au sol postérieure. La neige avait déjà commencé à reprendre ses droits sur les passerelles, comblant les empreintes, lissant les preuves d'occupation, avec l'indifférence que les montagnes appliquent aux événements humains, quelle qu'en soit l'envergure. Claire Holloway s'assit contre la cloison arrière, les yeux clos, les mains gantées croisées sur ses genoux. Elle resta ainsi pendant la majeure partie du vol. Dormait-elle ou se reposait-elle simplement derrière ses paupières? Le chef de bord ne pouvait le dire. Et il ne demanda pas. On lui avait simplement signalé, lors du briefing avant le vol, qu'elle était personnel médical. On ne lui avait rien dit d'autre. Il l'observa un moment, à la manière dont on regarde quelqu'un qui porte quelque chose qu'on ne saurait nommer. Puis, il tourna les yeux vers les montagnes et la laissa à ce qui se passait derrière ses paupières fermées. Whitfield lui posa la question dans le centre de traitement, 3 jours après l'extraction, alors qu'ils remplissaient tous deux la paperasse obligatoire du débriefing dans la même salle administrative, avec ce malaise particulier de 2 personnes qui ont partagé quelque chose pour lequel les formulaires devant eux ne proposent aucune case. Il attendit que la pièce soit vide, puis il demanda « Vous étiez vraiment le fantôme de Blackwood Ridge ?» Claire écrivait. Elle continua un moment, finissant la phrase qu'elle était en train de rédiger, puis elle posa son stylo et regarda la table entre eux. Pas lui. « Cette personne est morte il y a longtemps, » dit-elle. Il y réfléchit. Il pensa à la crête. Aux 11 années, qui séparaient le tir qui avait fait d'elle une légende et le tir qu'elle venait d'accomplir en plein blizzard, depuis un toit qui n'avait jamais été conçu pour qu'on tire dessus. Il pensa à l'entrée du carnet que l'officier de renseignement avait partagé lors du débriefing, à cet homme sur la crête qui s'était rendu trouvable, qui avait écrit son nom comme une question dont il connaissait déjà la réponse. « Elle ne m'a pas eu l'air si morte que ça, » dit-il. Claire le regarda alors, et pour un instant, juste un instant, la stabilité dans ses yeux vacilla, devenant quelque chose qui n'était ni tout à fait du chagrin, ni tout à fait du soulagement, mais qui appartenait au territoire des deux. Puis elle reprit son stylo. « Certaines choses, on ne peut pas leur échapper, » dit-elle. On apprend simplement à les porter différemment. Elle retourna à ses formulaires. Whitfield retourna au sien. La salle administrative resta silencieuse.
Le silence ordinaire de la paperasserie, des néons fluorescents, de la fin de quelque chose. Et dehors, par les fenêtres, le ciel était dégagé et très froid. Ce genre de froid qui survient après les tempêtes, quand l'air a été balayé de tout et que la distance entre ici et les montagnes redevient soudain, brièvement, visible. 7 mois après la conclusion officielle de l'engagement hivernal, le désormais spécialiste Aaron Whitfield se rendit au monument érigé devant le centre de traitement en hommage au personnel perdu durant l'opération. Le nom du docteur Howard Lindquist y figurait. Deuxième à partir du haut, gravé dans le granit avec la précision qu'exige la permanence. Whitfield se tint devant pendant un long moment, les mains croisées dans le dos, à la manière dont on se tient devant quelque chose qui vous a transformé et qu'on est encore en train de comprendre. Une journaliste d'une publication destinée aux vétérans avait écrit un article, dans les mois suivant l'engagement, sur le tir longue distance qui avait mis fin à la menace du tireur embusqué à Sunken Hollow. L'article était soigné et rigoureusement sourcé, parce que la journaliste était bonne dans son métier, et ce qu'elle avait trouvé dans les archives publiques était précisément rien. Aucun engagement confirmé, aucun procès verbal officiel de neutralisation. Une référence dans un résumé opérationnel aseptisé à une suppression d'activités hostiles de tir à longue distance. Le genre de formulation qui vous dit que quelque chose s'est produit, sans vous dire quoi. Elle avait interrogé 7 membres du personnel ayant servi à la cuvette. Tous les 7 lui avaient raconté la même chose, indépendamment les uns des autres, avec la précision de détail qui rend un témoignage crédible. Qu'une femme nommée Claire Holloway avait effectué un tir à environ 3200 mètres, en plein blizzard, depuis le toit d'un hôpital, avec des organes de visée mécanique, et que ce tir avait mis fin à un engagement actif, sauvant un nombre indéterminé de vies. La journaliste avait tout écrit. L'article avait été publié. Les archives demeurèrent ce qu'elles étaient, ce à quoi aucun journaliste n'avait accès parce que l'accès exigeait une habilitation que presque personne ne possédait. C'était le document dont Whitfield avait été brièvement informé par l'officier de renseignement durant le débriefing. Le document était daté de 4 jours après l'extraction. Il faisait 3 paragraphes. Le paragraphe pertinent comprenait une seule phrase, engagement confirmé. Tireur d'élite hostile à longue distance, position de tir au sommet de la crête, distance mesurée 3247 mètres, cible neutralisée, engagement attribué à C. Holloway, contractuel civil, ancien programme militaire spécialisé de tir d'élite, classification maintenue conformément aux paramètres originaux du programme. 3247 mètres. C'est en se tenant devant le monument à parcourir l'article de la journaliste sur son téléphone que Whitfield prit conscience d'une petite enfant à ses côtés. 7 ans peut-être. Elle accompagnait un groupe familial qui progressait lentement le long de l'allée commémorative et elle s'était arrêtée à côté de lui pour des raisons qui lui appartenaient et qui n'étaient pas nécessairement liées au nom inscrit sur le mur. Elle levait les yeux vers la pierre avec cette évaluation ouverte que les enfants appliquent aux choses qui sont grandes et qui ne bougent pas. « C'est qui ces gens ?» demanda-t-elle. « Des soldats, dit-il, et un médecin. » Elle considéra l'information. « Ils ont fait quelque chose de bien ?»« Oui, répondit-il, tous, ils ont fait quelque chose de bien. » Elle leva les yeux vers lui, puis vers la pierre. « Est-ce que le fantôme de Blackwood Ridge est dessus ?» Il la regarda. Il n'avait pas prononcé ce nom. Plus tard, il comprendrait que l'article de la journaliste avait utilisé la désignation et qu'elle s'était diffusée à la manière dont les choses se diffusent, dans la conscience culturelle ambiante qui entoure toute histoire ayant cette forme particulière. Il porta son regard au-delà du mur, vers les montagnes visibles au-dessus de la lisière des arbres, blanches, énormes, indifférentes, ces montagnes-là, ou leurs cousines, ou leur espèce. Celles qui étaient là avant que quiconque ne leur donne de nom. « Non, dit-il. » Elle n'y est pas. La petite attendit, avec cette patience qu'ont les enfants quand ils pressentent qu'une phrase n'est pas terminée. « Elle est encore quelque part, dehors, ajouta-t-il. Je crois qu'elle est encore au travail. » Il l'avait dit comme on dit quelque chose de simple et de vrai. Une petite miséricorde contre la forme de l'histoire. Était-ce factuellement exact ? Claire Holloway se trouvait-elle en ce moment même dans un autre endroit froid,
à effectuer le travail silencieux que personne ne verrait pleinement avant qu'il ne soit terminé. Il l'ignorait. Le dossier était scellé. Les archives étaient ce qu'elles étaient, ce qu'il savait, debout là dans le froid de novembre, avec les montagnes au-dessus de lui et le nom de son médecin gravé dans la pierre et l'enfant qui posait ces questions honnêtes d'enfant, c'était ce qu'il avait vu sur le toit de la tente chirurgicale dans le blizzard, ce qu'il avait ressenti quand le Barrett avait fait feu, ce que cela avait signifié de regarder quelqu'un terminer une phrase qu'il avait laissée inachevée pendant 11 ans. Il remit son bonnet. « Elle nous a tous sauvés, dit-il, tous jusqu'au dernier. » L'enfant regarda les montagnes encore un moment, faisant ce que les enfants font avec les informations trop vastes pour leur cadre actuel, et qui finissent rangées dans cet endroit où les choses importantes attendent d'être comprises plus tard. Puis sa famille appela son nom, et elle partit. Whitfield resta seul devant le mur, dans le froid, et les montagnes, au-dessus de lui, tenaient ce qu'elles tenaient, comme elles l'avaient toujours tenu, comme elles continueraient à le tenir longtemps, après que tous ceux qui s'étaient trouvés dans cette cuvette auraient entre disparu. Les archives diraient ce qu'elles disaient. La distance était de 3247 mètres. Personne, parmi les vivants, ne battrait jamais ce chiffre. Et certains d'entre eux, ceux qui avaient été là, comprenaient